je vais en quelques mots vous dire un peu l'expérience que nous avons sur la gestion de Covid-19 en RDC. Donc, au 14 septembre, le cumul des cas confirmés de Covid-19 en République démocratique du Congo, c'est 10 934, dont 10 312 guérisons et 298, 98, n'est-ce pas, décès. Alors, ce 14 septembre, nous avons 63 nouveaux cas confirmés et nous avons 1243 alertes, dont 1192 ont été investigués, 99 ont été validés et 86 ont été prélevés. Nous avons eu également 1898 contacts à suivre, dont 1833 ont été vus, 65 n'ont pas donc été vus, et 2 ont été perdus de vue, et 2 sont devenus suspects. Suspect, c'est-à-dire commence à développer les signes. Alors, notre épidémie, en fait, avait commencé par un voyageur, dont le cas index est un voyageur, qui a été testé positif le 9 mars, et un autre voyageur a été testé positif le 11, et puis le 14, et après, donc ce qui est en bleu là, ce sont des cas donc importés, Covid voyage, et en quelle couleur là? Rouge ou marron. Là, c'est l'infection locale. Donc, à partir du 14 mars, nous avons commencé à avoir des contaminations locales. Et ceci est représenté donc par cette courbe que vous voyez en dents de scie, mais l'infection de voyageurs a continué jusqu'au début du mois de mai. Donc nous avons eu en fait double infection, double épidémie de voyageurs et locale. Voilà, donc au total nous avons eu donc 70 cas importés. La majorité venait, n'est-ce pas, d'Europe, dont la France, la Belgique. Mais ce qui est étonnant, c'est que nous n'avons pas eu d'infection à partir de la Chine. On n'a pas eu. Et voilà donc la courbe épidémique donc ici en bleu, donc des cas importés. Donc en fait, ces cas importés se sont arrêtés le 4. Oui, mais après, ça a continué, des cas sporadiques, parce que la RDC avait rapatrié tous ces citoyens qui étaient à l'étranger. Alors, la plupart étaient du côté de l'Asie, et donc, chaque fois qu'ils venaient, il y avait une petite flambée qui a continué jusque-là. Alors, on a pris beaucoup de mesures parce que, en fait, l'épidémie, l'épicentre de l'épidémie, c'était la commune de VIP. Voilà. Donc, ceux qui voyagent, ceux qui travaillent au ministère, qui voyagent, etc. C'est donc cette partie-là. Et donc, on a essayé d'abord de confiner toute la ville de Kinshasa, c'est 8 millions d'habitants, mais c'était presque impossible. Donc, nous avons fait marche arrière et on a confiné simplement l'épicentre. Et voilà, tous ces points-là, les points de contrôle, lorsqu'on passe, on doit présenter, laver les mains, etc. Mais ce n'était pas facile. Bon, on est parvenu quand même à maintenir cela. Bon, malheureusement, on a dû relâcher. Et puis, l'épidémie avait donc repris de plus belle, surtout dans cette partie, n'est-ce pas, de la ville.
Voilà, donc, en fait, l'épicentre, c'est là. Donc, c'est ça la Gombe. C'est ça la Gombe. Donc, à partir de là, le virus s'est répandu vers les communes les plus peuplées. Mais cette partie ici, c'est vraiment... Voilà, il y a donc deux parties. Cette partie ici, la plus infectée, et il y a donc une rivière qui passe par là. Et l'autre partie là, la plus peuplée, il n'y a pas de cas. Il n'y a pas de cas. Et là-bas, ils disent que le virus, la maladie n'existe pas, c'est la maladie simplement des gens nantis qui sont là-bas. Les ambassades et tout ça, c'est tout de ce côté-là. Et donc ici, ils ne portent même pas les masques. La distanciation n'existe pas. Oui. Ils fêtent du matin au soir. Mais il n'y a pas de cas. Je crois qu'il n'y a que Didier qui peut expliquer ce phénomène-là. Je te dirai. Voilà. Voilà. Alors, comment nous gérons les épidémies en RDC? Et comment nous avons géré cette épidémie? En fait, l'épidémie, la gestion de l'épidémie se passe sous le leadership du président de la République, qui donne des ordres au Premier ministre, qui dirige le comité multisectoriel Covid-19, et en dessous du Premier ministre, c'est moi. Moi, donc, c'est la partie technique, et je m'appuie sur... Pardon. C'est quoi ça encore? Oui, alors, donc, c'est moi le coordonnateur, mais j'ai un incident manager, qui s'appuie sur des chefs de section. Il y a une section sécurité. Alors, la section s'appuie sur des commissions. Des commissions, par exemple, sécurité. Alors, section des opérations réponse. Là, donc, il va s'appuyer sur des commissions de surveillance, surveillance épidémiologique, surveillance au point d'entrée et au point de contrôle, laboratoire et recherche, prise en charge médicale. Alors, ça, c'est la commission de communication des risques et d'engagement communautaire. Et ça, c'est très important. Parce que si la population ne s'implique pas, il est difficile de transmettre le message et il est difficile, n'est-ce pas, de gagner la lutte contre une épidémie. Et puis, il y a la prise en charge psychosociale et à la PCI, donc prévention, comment on va appeler ça, contrôle de l'infection, prévention et contrôle de l'infection. C'est l'hygiène et assainissement, si vous voulez. Alors, il y a une section de préparation, c'est-à-dire que, en ce moment-là, c'était Kinshasa qui était l'épicentre, mais il fallait préparer les autres provinces. Il fallait préparer les autres provinces. Donc, il y a donc cette section qui va s'occuper du renforcement de tous les piliers et il crée une équipe d'intervention rapide et on fait des exercices de simulation pour préparer les autres provinces qui ne sont pas encore atteintes. Et puis nous avons une section qui appuie le système de gestion d'information, bon, tout ça, et puis la section logistique également, c'est très important parce que la ville est vaste, donc il faut avoir des moyens de transport, il faut avoir des ambulances, il faut avoir donc, enfin, tout le matériel qu'il faut. Voilà. Donc, c'est ce modèle que nous utilisons, même pour lutter contre la maladie à virus Ebola. Nous utilisons ça. Alors, également, au point de départ, nous avons compris que cette épidémie nous réservait beaucoup de surprises. Nous n'avions pas assez de moyens pour nous attaquer à tous les problèmes. C'est pour cela que nous avons dit, c'est une épidémie sous forme d'iceberg. Donc, il y a la plupart des personnes infectées se trouvent ici sous l'eau. Et nous, on s'occupe seulement du sommet, n'est-ce pas, de l'iceberg. C'est-à-dire des personnes qui sont infectées
et qui présentent les symptômes. Donc notre effort, c'est là. Il faut détecter ces gens, les isoler, les soigner, et les autres là, aussi longtemps qu'ils ne présentent pas les symptômes, nous n'allons pas les déranger, et on attend. Mais de toute façon, nous avions fait quand même un dépistage massif. On a essayé, mais c'était difficile à organiser. Et nous avions trouvé un pourcentage de porteurs asymptomatiques à peu près de 25% pour une ville de 8 millions. Bon, donc c'est là notre choix. Notre choix, c'est de dire on s'attaque seulement à ceux qui sont malades, à ceux qui présentent des symptômes. Maintenant, il faut détecter, comment détecter ces gens qui sont éparpillés, qui présentent des symptômes. Et pour ça, nous nous basons sur ce que nous appelons les relais communautaires, c'est-à-dire des personnes qui restent dans la communauté et qui sont acceptés par la communauté et qui ont une influence en tant qu'agents de santé. Donc ce sont ces gens-là qui vont détecter les cas qui sont dans la communauté et également tous les systèmes de surveillance épidémiologique, les zones de santé, etc., qui entrent en jeu pour détecter donc ces cas. Donc c'est comme ça que nous avons des alertes et nous avons des contacts. Donc il faut suivre les alertes, vérifier les alertes, les confirmer, et puis les contacts pour faire les prélèvements. Bon, voilà donc les cas confirmés. Comme toujours, donc il y a plus d'hommes que de femmes qui sont donc contaminés. Ça, nous parlons vraiment des malades. Hein. Quand nous parlons ici, seulement des malades, ceux qui ont des symptômes, pas les asymptomatiques. Donc, voilà, pour la répartition. Donc, au début, nous n'avions pas de cas de 0 à 10 ans, et très peu de cas de 11 à 20 ans. Très peu. C'était donc de 30 à 60 ans qui étaient donc les plus atteints. Donc, moyenne d'âge, c'est 45 ans, minimum 13 et maximum 85. Et voilà, un peu plus tard, les ratios avaient beaucoup changé et l'épidémie, on peut dire en français, hein, se féminise avec surtout l'atteinte des enfants. Parce que ça devient un problème de famille. Quand la femme est infectée, c'est la famille, c'est les enfants, c'est le mari qui est infecté. Voilà, donc en ce moment-là, voilà, la moyenne d'âge baisse un peu à 42 ans. Le minimum c'est 0,8 ans et puis maximum 98 ans. Et voilà, donc ça c'est la commune de la Gombe. Hop, je ne sais pas ce que c'est. La commune n'est-ce pas, de la Gombe, qui est l'épicentre, qui est l'épicentre, n'est-ce pas, l'épicentre donc de cette épidémie. Et donc nous avions fait le confinement, on a fait le confinement, et puis le président de la République a pris donc des ordonnances sanitaires pour interdire donc les voyages, etc. En fait, on a donc interdit tous les voyages internationaux pour ne plus avoir des réinfections, et puis même les voyages à l'intérieur du pays pour que les provinces ne soient pas infectées. Pour que les provinces ne soient pas infectées. Bon, ça a marché au début, mais à la fin, il y avait des réclamations, donc on a dû enlever donc, cette ordonnance, et c'est ainsi donc que le virus s'est déplacé, a quitté Kinshasa, pas complètement, et est parti donc dans les provinces du Nord
qui en ce moment-là était aussi en épidémie d'Ebola. Ils ont dû avoir la pandémie, le Covid qui est arrivé là-bas. Et donc on devrait, n'est-ce pas, lutter contre ces deux épidémies. Alors, voilà. Voilà, donc en fait, voilà. Donc les patients décédés étaient en moyenne âgés de 60 ans. Donc au moins 50 ans et plus. Hein, et la majorité, c'était donc des hommes. Voilà. Et à peu près, donc 80% des non-patients avaient des comorbidités. Et représentées surtout par l'hypertension artérielle, les diabètes, et puis les autres, l'obésité, etc. Alors, les grands problèmes que nous avions eu, c'est les diagnostics. C'est une maladie nouvelle. Alors, comment faire les diagnostics? Bon, heureusement que nous étions préparés, parce que nous avons un laboratoire qui s'occupe des maladies respiratoires, maladies virales respiratoires. Donc, nous suivons l'épidémiologie, n'est-ce pas, de la grippe saisonnière. Et puis, nous faisons également les PCR pour le coronavirus saisonnier, déjà à cette époque-là. Alors, quand la maladie est arrivée en Europe, l'OMS a organisé une formation à Dakar, au mois de février. Alors, j'avais envoyé donc mon chef de laboratoire à cette formation-là. Et puis, notre formation a eu lieu en février aussi, en Afrique du Sud. Un de mes techniciens de laboratoire est parti là-bas. Et donc, le 10 mars, on détecte les premiers cas. Donc, il y avait quand même une certaine préparation. Parce que nous avons déjà tous les systèmes, extraction, amplification en temps réel, avec les ABI systems. Et puis, bon, nous avons également, quand le Covid est arrivé, les tests rapides, c'était vraiment nécessaire. Il fallait avoir les tests rapides parce qu'il y avait tellement d'échantillons à faire. Mais ces tests-là, comme vous le savez, surtout les tests antigènes, avaient une très faible sensibilité. Et donc, c'était difficile à l'utiliser. Alors, nous avons utilisé alors les GeneXpert, que nous avons envoyés dans les provinces. C'est les GeneXpert que nous utilisons, mais bien sûr, les cartouches coûtent très cher. Et nous avons le séquenceur déjà à l'époque, avec la plateforme Illumina et puis les Minions. Voilà, alors c'est arrivé aussi au moment où nous avons inauguré notre nouveau laboratoire. Notre nouveau laboratoire qui a été inauguré le 20 février. C'est un laboratoire qui contient donc un centre de formation, un centre d'essais cliniques et un centre de diagnostic et de recherche avec 3 laboratoires P3, animal, viral et bactéries, et puis 3 laboratoires P2. Donc, ceci nous a facilité le travail. Presque tout le travail se fait dans ce nouveau bâtiment, qui a été financé par les Japonais, les JICA. Voilà, voilà, au début, vraiment, le taux de positivité de nos échantillons était très élevé. Et vers la fin du mois de juin-juillet, nous sommes tombés à peu près à moins de 10% d'échantillons. Alors, pour les traitements, bien sûr, là, c'est, comme disait mon ami, c'est là où les Romains s'empoignèrent. Il fallait agir. Et comme nous étions plus ou moins les derniers à être infectés au mois de mars, donc il fallait avoir l'expérience des autres.
les autres, c'est-à-dire les Français en particulier, etc. Et donc, mais nous avions beaucoup de difficultés parce que chez nous, le système de santé est vraiment fragile. Bon, les hôpitaux ne sont pas fonctionnels, on manque d'oxygène, on manque de vêtements de protection. C'était vraiment difficile. Mais on est parvenu donc à choisir 7 hôpitaux qui vont donc recevoir les cas de Covid. Et la commission de prise en charge clinique nous a donné donc un schéma thérapeutique que nous utilisons jusqu'à présent. C'est chloroquine, plus azithromycine, plus vitamine C et les zinc. Et également, on a classé les malades en bénin, modéré, sévère. C'est pas la vitamine D plutôt? Non, c'est... Vitamine C. Vitamine C. Mais il y a des déficit en vitamine D. Non, Oui, mais vitamine C. vitamine C, vitamine D. Bon, Il a vitamine C. raison, c'est un des rares qui a eu 2 fois le prix Nobel, c'est Pauling, qui fallait ça tous les jours pour éviter quand même quelqu'un qui a eu 2 prix Nobel. Ouais. C'est Pauling quand même, il fallait ça tous les jours pour éviter les infections virales. Mais il y a aussi une carence en vitamine D dans la population. Mais chez nous, avec le soleil, là. Il a raison, il n'y a pas de déficit en vitamine D en Afrique. Non, parce qu'ils ne peuvent pas la métaboliser. Non, ils ne peuvent pas la métaboliser. Voilà. Donc, oui, voilà. Donc, et puis on a vulgarisé donc, les critères de fragilité pour déterminer donc, les soins au centre de traitement Covid. Donc, nous avons pris ceci, les gens qui sont les malades. Il n'y a que les malades modérés et sévères qui sont hospitalisés. Les bénins, c'est à domicile. On les suit à domicile. Et les critiques. Pardon? Et les critiques. Les critiques. Bon, voilà. Donc, les cas bénins, voilà. C'est saturation en oxygène à l'air libre, plus que 95%. Des cas modérés, en plus de ça, saturation en oxygène à l'air libre entre 90 et 95%. Et les cas sévères et critiques, c'est moins de 90% de saturation en oxygène. Et voilà, et puis les critères donc de fragilité, nous avons tous ces éléments-là. Si le score est moins que 2, il est suivi à domicile. Et si le score est plus que 2, il est hospitalisé. Alors, donc les cas bénins, pour les dosages, on donne l'hydroxychloroquine 3 fois 200 mg par jour pendant 10 jours. Il y a des fois aussi on a utilisé le chloroquine phosphate 2 fois 250 mg par jour pendant 10 jours. Et puis azithromycine 500 mg par jour le premier jour. Et puis le deuxième jour 250 mg plus vitamine C plus zinc. Voilà. Alors les options là, on n'a pas beaucoup utilisé. Alors pour les cas sévères, c'est ça. Voilà. Je pense, oui, ok. Alors, ici, les cas sévères, parfois on ajoute de dexaméthasone, mais ça c'était venu un peu plus tard. Et puis aussi l'héparine, c'est l'héparine. Oui. Alors, critères de guérison et de sortie, voilà. Donc, on traite pendant 14 jours. Donc, au 14e jour, on fait le contrôle, le premier contrôle. Si l'échantillon est négatif, le malade sort, mais on lui dit toujours de porter les masques et de s'isoler à domicile pendant 21 jours. Si c'est positif, mais tous les signes sont amendés, il sort. Mais il doit porter les masques jusqu'au jour 21. S'il n'y a pas d'amendement de signes, il reste à l'hôpital jusqu'aux 21 jours.
et puis on fait un deuxième contrôle. On fait un deuxième contrôle. Si le deuxième contrôle est négatif, il sort, il est guéri. S'il est positif, s'il y a amendement, il sort. S'il n'y a pas d'amendement, il reste encore pendant... alors on contrôle tous les 5 jours. On contrôle tous les 5 jours. S'il est négatif, il est guéri, il sort. Voilà. Donc, les traitements conventionnels pour nous, c'est la chloroquine plus azithromycine. Voilà. Donc, on a fait une petite étude, en fait, observationnelle, hein, sur 571 cas. Voilà. Donc, 503 patients, soit 88%, avaient reçu donc les traitements conventionnels, tandis que 68 patients ont reçu les traitements non conventionnels. Alors, voilà. Alors, ceux qui ont reçu les traitements, en bas ici, ceux qui ont reçu les traitements conventionnels, 37% avaient des comorbidités et le stade clinique à l'admission, donc c'était les cas légers, 64%, modérés 12% et sévères 24%. Tandis que ceux qui n'ont pas reçu les traitements conventionnels, voilà, donc la comorbidité, c'est 42%, et 50% c'était des cas légers, 14% des cas modérés, et 36% sont des cas critiques, des cas sévères. Hop. Voilà. Alors, les effets indésirables, hein, pour ceux qui ont été traités avec la chloroquine, voilà, seulement 3% avaient des effets indésirables. Et avec l'autre traitement, c'est 4%. Donc, c'est comparable. Voilà. Alors, ces effets indésirables, c'est les effets indésirables cutanés, représentés surtout par le prurite, voilà, et les effets indésirables digestifs, et les effets indésirables cardio-pulmonaires, surtout palpitations cardiaques, etc. Voilà, alors, voilà. Alors, les effets sur les signes cliniques à la fin du traitement, donc au jour 10, hein, les traitements conventionnels, voilà. Donc, 77% avaient donc guéri totalement, hein, quand ils ont reçu donc les traitements conventionnels, tandis que là-bas, c'est 47%. 47%. Voilà, alors les effets sur la saturation, vous voyez, donc, oui, donc, ici, donc, à l'admission, le groupe qui avait reçu les traitements conventionnels, la saturation était à 95%. Après les traitements, c'est monté à 98%, tandis que ceux qui recevaient notre traitement, la saturation au départ c'était 94%, mais ça ne s'est pas amélioré. Ils sont restés à 74%. C'est même baissé. Hop. Attends. Oui. Et ça c'est l'effet sur les ECG à l'entrée, à l'admission. Ceux qui ont reçu les traitements, c'est 32% vers un ECG pathologique. Et après traitement, c'est descendu à 14,3%. Tandis que ceux qui ont été traités sous un autre régime, ça n'a pas changé. Voilà.
Alors, pour les décès, donc les décès survenus après 24 heures sur 253 patients. Donc ça, ce sont ceux qui ont été traités. Donc seulement 9% ont des décès, tandis que ceux qui ont eu notre traitement, ils sont 17% des décès. Ouais. Alors, besoin en oxygène. Oui, donc, il y a combiné donc ces traitements conventionnels avec l'oxygène, ça augmente donc, n'est-ce pas, la survie des patients. Voilà, ici c'est 84% et là c'est 58%. Alors, le moment de survenue de décès, vous voyez, donc la plupart, donc 54% vont mourir dans les 24 heures, donc ils arrivent tard, les malades arrivent tard, n'est-ce pas, à l'hôpital. Parce qu'à un moment donné, l'impression que j'avais, c'est que les gens disaient que c'est une maladie honteuse. Donc s'ils ont le Covid, ils restent chez eux. Jusqu'en dernière minute, on les amène et puis voilà. Alors, donc 8% au deuxième jour et 38% après 48 heures. C'est quoi? C'est ça. Alors, nous, quand nous avions commencé les traitements, la mortalité était à 12%. À 12%. Et avec les régimes que nous avions introduits, la mortalité est tombée à 4,1%. Et aujourd'hui, la mortalité est à peu près de 2,5%. Voilà. Bon, alors ça c'est le Figaro qui avait publié ça. Bon, nous même au Congo, on lit le Figaro. Donc on s'est dit, mais pourquoi la Covid est vraiment une maladie différente par rapport à l'Europe, aux États-Unis, etc., etc. Donc, nous on dit heureusement que c'est différent. Sinon ça allait être très catastrophique dans mon pays, où le système de santé est vraiment très faible. Et donc, vous voyez, les plus de 65% représentent 3,5% de la population. Donc ça, c'est l'Afrique. Bon, le Congo, c'est la même chose. La pyramide est comme ça. Tandis que chez vous, la pyramide est là. C'est 20%. Bon, ça, c'est vraiment une différence fondamentale. Bon, notre ami Mboup a dit, bon, si ça devait être comme ça, c'est 4 fois, mais maintenant on arrive jusqu'à 40 fois. Bon, ce qui veut dire qu'il y a d'autres facteurs, et c'est à nous, scientifiques, de creuser et de voir exactement ce qui se passe. Nous, on travaille beaucoup dans la stratégie One Health. Et on a analysé plusieurs échantillons de chauves-souris pour chercher donc, le coronavirus. Et vraiment, on était étonnés de voir la prévalence du coronavirus chez les chauves-souris. Et si on consomme ces chauves-souris, c'est-à-dire on entre en contact avec leur sang, etc., etc., je ne sais pas si ça peut donner donc l'immunité croisée. Et également, nous faisons la surveillance, n'est-ce pas, des coronavirus saisonniers. Et j'ai l'impression que quand Covid est là, quand le SARS-CoV-2 est là, les autres coronavirus disparaissent. En principe, maintenant, nous devions déjà commencer à isoler, à identifier ces coronavirus saisonniers. Mais jusqu'à ce mois ici, nous n'avons eu aucun cas positif. Et même la grippe, normalement, nous devons déjà commencer à détecter la grippe. Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu un échantillon positif de grippe. Voilà, c'est un peu les observations
comme vous aviez dit, tout commence par les observations, et puis après, on organise la recherche, etc. Bon, moi je vais conclure pour dire que c'est grâce au partenariat que nous avons développé les capacités de diagnostic, de sorte que nous pouvons nous adapter à tout événement nouveau qui apparaît. Et vous, ici, vous avez tout. Vous avez bien sûr les moyens financiers, vous avez les ressources humaines, vous avez les capacités techniques, et vraiment, c'est le moment pour jeter les ponts sur les institutions africaines. Je sais que vous êtes déjà à Dakar, vous êtes en Afrique du Nord, mais l'Afrique centrale, c'est question d'enjamber comme ça, et puis vous atterrissez là. En tout cas, vous êtes les bienvenus, et nous sommes ouverts pour créer un partenariat scientifique dans les maladies émergentes, et nous devons vraiment nous préparer pour l'avenir. Si Covid a pitié de nous cette année-ci, mais l'autre maladie qui va venir, je crois, n'aura plus de pitié de nous, parce que nous avons eu le temps de nous préparer et de tisser des relations fortes en matière de recherche avec l'IHU de Marseille. Merci. Merci.